Bucket list. Ah. Scooch. Les Noirs catholiques sont souvent ivrognes. Les Noirs musulmans ne boivent que de l'eau, sauf quelques cuites à l'alcool de Riclès. Il n'y a qu'une chose de laquelle les nègres de Loto et de Popo sont très bien pourvus, écrite en 1725 dans son voyage en Guinée, le chevalier de Marchais, c'est des fétiches. Ce sont, de tous les nègres de la côte, ceux qui ont le plus grand nombre de dieux. Du reste, ils sont très pauvres. Fin de citation. Ce soir, apéritif. Une dame de notre compagnie, qui n'a pas l'habitude des anis coloniaux, bien tassés, et qui a bu distraitement ce qui lui est offert, tombe comme une masse et dort pendant 12 heures. Nuit au Fouta Djallon. Des étoiles nouvelles. Nuit fraîche, air humide et froid. Nous sommes à plus de 1000 mètres. Nos phares, suaires des triangulaires, enveloppent les fourrés. Des yeux nous guettent, verts ou rouges, yeux de renard, de rat palmiste, de chacal, de chat-tigre ou de panthère. Scintillement verdâtre, tout s'embusque, rampe. Au-delà des faisceaux lumineux, la forêt est comme une pince d'ombre qui se referme. Soudain, panne d'électricité. Nous voici immobilisés en pleine nuit. Le chauffeur nègre part pour réparer les fusibles, Dieu sait où. 1 heure après, je le retrouve dans une case isolée qui, à la lueur d'un petit feu rouge, donne des coups de marteau sur n'importe quoi pour étonner quelques paysans. Enfin, l'on se remet en route. Je conduis d'une main, tenant dans l'autre une lampe électrique de poche. Je me suis déjà trouvé bloqué ainsi dans les marais cochinchinois une nuit de panne il y a 3 ans. De grands oiseaux en drap gris, silencieux, partent verticalement sous les roues. Nouvelle panne, cette fois-ci de magnéto. Je propose d'aller jusqu'à une lueur que j'aperçois vers la droite, mais ce sont des feux de brousse qui s'avancent sur toute la profondeur de la vallée. « Toi, trouver personne, dit le chauffeur. » Enfin, nous arrivons à quelques paillotes. Derrière une clôture, on entrevoit une sorte de grande ruche. Pas de fenêtre. La paille s'arrête à 2 mètres du sol et le toit se prolonge jusqu'à terre par des branchages. En dessous, maçonnerie circulaire autour de laquelle je tourne, essayant en vain de trouver l'entrée. Enfin une ouverture, je pénètre à 4 pattes. La fumée de bois m'aveugle, me fait pleurer. Un foyer. 2 ou 3 calebasses à oreilles, 2 bidons à pétrole, un lit en maçonnerie recouvert d'une vieille natte. Personne. Si, un négrillon nu qui me regarde et ne dit rien. Touffe au sommet de la tête rasée. Petit ventre gonflé, on dirait d'air. Nombril saillant qu'il tripote. Abandonné seul ainsi dans la nuit, il ne rit ni ne pleure, il n'a pas peur, ne fait aucun geste. Impossible de le comprendre, d'imaginer ce qu'il sent. Enfin, après 3h30 d'attente, une vieille Ford arrive pour nous porter secours. Nous saluons les lumières que de loin nous avons vu balayer la campagne. Dans la clarté des phares de la voiture qui nous suit, projetant l'ombre d'un char fantastique, nous rentrons par une route irréelle, élevée au-dessus de fossés qui semblent des précipices. Personne sur les chemins. Jamais les nègres ne sortent la nuit, par peur des revenants, mangeurs d'âmes. Peau si unie, comme cirée, des nègres. Jamais un bouton, un furoncle, peau si propre. En dessous, il est facile de la deviner rose, même sans voir la doublure des muqueuses. Les Foulbés soignent admirablement leurs bœufs. Certains sont même boulâtres. Est-ce un souvenir de l'ancienne Égypte? Pour honorer les étrangers de passage, on les mène coucher à l'étable. À l'abbé, en plein massif montagneux, nord-est du Fouta, nous déjeunons chez l'administrateur adjoint. Par politesse, nous nous extasions. Quel bon poulet! 17 ans de poulet de brousse, s'écrie-t-il dégoûté, comme nous admirons son art de découper. Ce petit nègre qui sert à table est très intelligent. Oui, il sort de prison. La prison des Blancs est considérée par les Noirs comme un séjour très enviable. Chaque fois qu'on les engage comme domestiques, ils se recommandent à vous en disant « Et tu sais, moi sortir de prison ». La liberté n'est nullement pour les nègres le premier des biens. Beaucoup jouent la leur au dé. L'administrateur a dessiné des taureaux sur les murs, c'est un aficionado. À part cela, il rend la justice tout le jour. Pour me donner une idée de son travail, il me dit qu'il lui faut faire à lui seul régner la paix parmi 100 000 Foulbés qui se volent leurs bœufs. Sans jamais voir de corrida au fond de sa montagne guinéenne, M.F. est arrivé à posséder une documentation et des connaissances tauromachiques incroyables, tels ces savants qui, sans quitter la rive de la Seine, se sont passionnés pour l'étude d'une tribu sauvage située aux antipodes. Drôle de sympathie que des mondes séparent et qui, de n'être point satisfaites, deviennent des manies et des passions. Il y a ici, comme dans tout le pays, des missions américaines protestantes. Les missionnaires, que personne ne voit jamais, vivent dans un état voisin du mormonisme, seuls avec 2, 3 ou 4 femmes, toutes américaines. Ils jouent du saxophone, paient les indigènes pour qu'ils viennent à la messe le dimanche, et c'est tout. Les indigènes se font baptiser pour manger le sel. Les Américains ne font même pas de propagande commerciale déguisée, comme on les en soupçonne. Leurs missions sont absolument inutiles, surtout dans ces pays qui sont musulmans depuis des siècles et où il n'y a même pas de fétichistes. Le traité de Versailles nous les a imposés.
Un des leurs, W.G. Room, qui a voyagé par toute l'Afrique comme représentant de la Bible Society et qui vient d'écrire un livre, Can Africa Be One, constate leur peu de progrès. Je cite, « Tandis que le christianisme évangélique, protestantisme, hésite, s'arrête, l'islam unitaire impose aux nègres son Coran. Rome leur place ses rosaires et ses fétiches. Un âpre mercantilisme tâche d'en tirer le plus de dividendes possible, cependant que Moscou les attire et les initie à ses effroyables méthodes. » Fin de citation. L'obstacle principal au développement du christianisme paraît être la diversité des doctrines. Dans la colonie de Kenya, M. Room cite le cas de 8 missions de confessions différentes, y compris la sienne, sur un territoire de 7000. Village du Fouta-Djallon Nord, le 10 février à 2h de l'après-midi, visite au chef. Entrée basse, puis 3 cours intérieures se commandant, divisées par des nattes. Par terre du gravier vert qui, dès que nous levons nos lunettes, devient rouge. Ciel blanc laiteux, miroitement d'une nappe de feu. Vol plané de 2 charognards. Dans l'ombre, au fond de chaque case, on entretient un foyer sur lequel se découpe un groupe de gens accroupis. Entrée solennelle du vieux chef à mufle de veau. Légion d'honneur. Bonnet blanc à broderie noire qui rappelle les broderies espagnoles de Salamanca. Tout l'ensemble est bleu, blanc, noir. Ce sont les couleurs de l'Afrique, sur fond rouge. La Chine, elle, est bleue et jaune. Les 8 ou 10 femmes du maître s'avancent avec les cheveux tirés, collés au beurre de karité, dressées en un cimier qui leur fait un casque de pompier d'opérette. Les servantes suivent, menu monnaie de cuivre. Nous laissons venir à nous les petits-enfants. Dès qu'on les caresse, le village qui se tenait sur la réserve devient aimable. Le chef, désirant des cadeaux, commence comme toujours par en offrir. Nous recevons des pailles tressées, une vieille peau de serpent mangée au verre, une fourrure de loutre. Nous offrons un foulard de soie, une montre et un couteau à virole. Les Blancs qui ignorent la règle du jeu et, tout surpris, acceptent d'être comblés de présents sans songer à les rendre, pêchent gravement contre la civilité. Comme la plupart des administrateurs, celui de L nous parle de la formidable puissance de pénétration des Syriens. Les maisons françaises qui s'installent en Guinée s'échelonnent le long de la voie ferrée, mais ne s'enfoncent pas dans la brousse. Le Syrien, lui, entre partout. Il consent de longs crédits aux nègres, il emprunte aux banques et il tient rigoureusement ses engagements envers elles. Les autres Syriens, désignés comme caution, paient toujours. On a beau exiger des nouveaux arrivants en AOF un pécule et en élever le montant, ils sont toujours à même de le fournir. Dans l'ensemble, depuis le gouverneur général jusqu'aux fonctionnaires de cercle, j'ai trouvé l'administration française favorable aux Syriens. Il en sera ainsi tant que ceux-ci n'écouleront que des produits français. Mais le petit commerce et les employés subalternes les haïssent. Quelle part faire à la vérité et quelle part à l'envie. On nous avait dit qu'en AOF, les Syriens se considéraient comme chez eux. L'administrateur qui nous offre ce soir l'hospitalité nous raconte qu'un Syrien de son cercle se fait adresser ces lettres « Guinée syrienne ». Notre administration d'Afrique occidentale française est digne de tous les éloges. Il m'arrive de juger mon pays avec trop d'indépendance, et lorsqu'une chose ne me plaît pas, je le dis. Je ne suis subventionné par aucun gouvernement, par aucun groupe financier, je n'ai de mission d'aucun ministère, et je n'appartiens ni à un journal ni à un parti. Or, en AOF, du haut en bas de l'échelle, j'ai trouvé des gens de bonne tenue, sobres, débrouillards, courageux, comprenant et défendant l'indigène, honnêtes et justes. C'en est fini, sauf de très rares exceptions, des fonctionnaires piqués de soudanites, amateurs d'absinthe et de négrillons. Et peu de concubinage indigène. La plupart de nos jeunes gens des services coloniaux ont, depuis la guerre, épousé des femmes gentilles, bonnes mères de famille, qui souvent s'occupent fort intelligemment des négresses et des enfants noirs, créent des écoles, des jardins d'essai et des maternités. Un administrateur travaille au moins 10 heures par jour. Après dîner, il fait ses comptes. Il est à la fois hygiéniste, horticulteur, arpenteur, agent de recrutement, chef d'armée, constructeur de routes, notaire, officier d'état civil, magistrat, percepteur. Il est dans la colonie comme le consul à l'étranger, le maître Jacques de la France. 6 heures du soir, nous voici dans la brousse, route éternellement rouge, terre noire brûlée avec des taches de cendres blanches, arbres ocellés, tigrés, rayés comme les animaux, alliés, termitières pareilles à des villages nègres en réduction, fromagers dénudés, pleins de charognards perchés, immobiles, soleil polaire sans rayons, enfoncé dans les brumes laiteuses, enfants nègres, gris de poussière, grands feux de brousse espacés, bordés d'une ligne rouge, fumée d'incendie. On croit à une ville, à un campement, on s'approche, et il n'y a que la forêt qui se consume elle-même et craque. Odeur délicieuse des végétaux cuits, de la sève chaude. Village guinéen à la tombée du jour. Grandeur, majesté antique de l'Afrique. Pas de mendiants, aucun commerce. Au centre, un fromager géant unit le ciel à la terre. Un autre abattu, couché, est gros comme un éléphant. Les cases, séparées par des nattes de 2 mètres de haut, dessinent des rues pleines de chicanes et de tortilles. Feu bleu. Huttes pareilles à des réservoirs de ciment,
coiffés de paille. Les vieux, jeunes filles, chœurs échiliens. Les femmes portent leurs enfants sur le dos, le nez aplati contre leur colonne vertébrale. Le village nègre n'est pas du tout la horde qu'on s'imagine. Il se divise strictement en castes. Les guerriers, puis les forgerons, les griots, les pêcheurs, les agriculteurs, etc. Lorsque le XVIIIe siècle parlait d'égalité chez les sauvages, il se trompait. Nous reprenons le train à Conakry qui va nous mener à l'est, à Cancan. Le train monte. Dans la nuit, je sens l'inclinaison des rampes. À travers les volets, je vois, éclairé par la lune, un paysage de grès erratique uni par des filaments de brouillard. Cirque de rochers. Décor pour la sorcière. Arrivé à la gare de Cancan peu avant midi, les chefs indigènes, dont un descendant de Samori, viennent nous voir à la gare, drapés, la tête enveloppée de linge bleu, assez semblable à des flamands du XVe siècle. Dehors, la milice composée d'anciens tirailleurs, kaki et rouges, porte les armes. Alors éclate comme une bombe sous le soleil dans la poussière avec une brusquerie extraordinaire mon premier tam-tam d'Afrique. Le chef griot avec son bonnet orné de miroirs, comme ses frères des carnavals antillais, le xylophone aux dents, drapé de blanc, est entouré de ses femmes en bleu, coiffées de bonnets orangés à dessins noirs. Tous mènent en hurlant et en tapant sur divers instruments, tels que les entonnoirs, de vieilles clés à tubes, des tuyaux de fer, etc., un vacarme insensé. Ô percussions chères aux musiciens d'aujourd'hui. La foule se masse autour de la voiture. Ces professionnels du cri et de la louange à plein gosier élèvent la voix à mesure que sortent de nos sacs les verroteries qui brillent. On me dit qu'ils chantent de moi « Il ira au paradis ». Le paradis, ce n'est pas un endroit où l'on est bien, c'est un endroit où Dieu croit que nous serons bien. Il y aura un paradis chrétien, un musulman, un païen, un fétichiste. Comment les communications seront-elles assurées et dans lequel m'envoie-t-on? Nous sommes servis à table par un prisonnier. Il a été enfermé pour avoir traité son supérieur de fils de plusieurs pères. Bâtard est, en Afrique, la suprême injure. Alors que l'intégrité de la race apparaît aux esprits forts comme un préjugé qui doit disparaître après celui des sexes, les êtres primitifs comme les nègres et surtout comme les négresses gardent jalousement le culte de la pureté ethnique. Le commerçant syrien qui nous promène cet après-midi, très fier d'avoir des Français dans sa voiture, redevient soudain l'oriental conteur d'histoire. En un langage plein de mensonges et de poésie, il me parle de son père, grand mangeur de hashish, et qui un jour s'endormit si profondément qu'on le crut mort. On fait venir un laveur de cadavres qui, procédant à la toilette suprême, arrose d'eau bouillante le défunt qui se réveille. De saisissement à cette vue, le laveur de mort tombe et expire. Les foules nègres sont beaucoup plus naturelles et spontanées que la populace d'Asie. Ni hostilité, ni servilité, ni mendicité. Beaucoup de dignité, malgré une curiosité vive. Le moindre de nos gestes les intéresse. Toute grossièreté, tout emportement vous déconsidère aussitôt. De Cancan à Bamako, une dure étape en automobile de plus de 400 km sur une route médiocre, à travers de hautes graminées dévorées de pelades noires, cicatrices de ces feux qui mangent la brousse à la saison sèche et grignotent la savane comme du papier. Sol de latérite rouge, couleur sans sécher, d'où n'émergent que des termitières éparses et qui font penser à des tombes musulmanes. Cette argile calcinée, mélange d'oxyde de fer, craque sous le pied. Ça et là, la route s'étrangle en des ponts faits de rondelles de bois et de terre privés de garde-fous, que rien ne décèle. Plus d'une fois, nous risquons la culbute. Un lac. Non, c'est le Niger, que les Arabes nomment la mer. Émotion respectueuse devant ce maître de l'Occident africain. Je ne crois pas que les gens du Nord aiment le soleil autant que les gens du Sud l'eau. Car si nous avons de faux soleils, rien ne saurait remplacer l'eau. Nous traversons sur 2 bacs le Niger, au milieu des cris de passeurs nègres, drapés de laine blanche, portant au biceps de gros bracelets de marbre noir veinés de blanc. Voici Séguiri, la frontière de Guinée, et le commencement du Soudan. Aussitôt le Niger traversé, la brousse devient déserte. Palmiers de thébaïque, le ciel désormais débarrassé de ses brumes et d'un bleu cassant. Tout est bleu et rose, à l'infini, hommage à Marie Laurencin et à Picasso. L'architecture des villages d'un coup a aussi changé, est devenue soudanaise. La hutte s'est surélevée, le toit conique s'est posé haut sur un mur rond de maçonnerie. Le pisé rouge a remplacé le bois et la feuille. Des murs, comme des membranes, unissent maintenant les cases, s'efforçant à cerner le village, le protégeant contre les razzias des vents du nord et du sud. Arrivé à Séguiri pour déjeuner, l'administrateur est logé dans un ancien fort rouge construit vers 1887 par Gallieni et qui domine le Niger. Nous déjeunons d'un excellent poisson du fleuve nommé le capitaine, car ses écailles sont barrées de 3 galons noirs. Cette halte en plein granit, cet ouvrage militaire, ce château fort moderne qui commande la vallée, tout évoque encore ici les temps héroïques. Ah,
coach.